Merci de la parole. Bonjour encore une fois et merci d'avoir accepté cette invitation. Nous avons l'obligation de rendre compte. Toute autorité publique a un devoir de reddition. C'est une exigence qui remonte à la Révolution française. Je crois que c'est l'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui n'a rien à voir avec l'article 15 de Débrouillez-vous. Je suppose que les gens connaissent l'article 15 de Débrouillez-vous. Non, c'est pas possible. Les gens ne réagissent pas. On doit ça à Moulopo et Kalonji, je crois, fils de ce terroir. Donc, je vous remercie. Je remercie les autorités de la province, les autorités aussi bien civiles et politiques que les autorités morales qui représentent les églises pour l'accueil chaleureux et l'appui qu'ils nous ont apporté à la conduite de nos travaux. Ma délégation, moi-même, nous avons rencontré le président de l'Assemblée provinciale. J'ai toujours tendance à dire nationale, je suis quinois. Nous avons rencontré monsieur le gouverneur de la province de Kasaï-Orientale et nous avons rencontré les deux évêques, l'évêque de l'église du Christ au Congo, ainsi que le premier vicaire de l'archevêque de Mbujimaï. Et dans cette foulée, nous avons rencontré l'administrateur général temporel de l'Église catholique. Nous avons également rencontré le président de la commission justice et paix catholique, l'abbé Kabamba, je crois. Ah, il est là, voilà. Content de vous savoir dans la salle. J'espère que l'ECC et quelqu'un est venu? Personne? Monseigneur Lounian nous avait promis qu'il enverrait quelqu'un de son équipe. Donc je voudrais remercier toutes ces autorités qui ont rendu possible notre travail et qui nous ont accordé les facilités pendant notre séjour. Mais ce travail n'aurait pas pu se faire sans le concours des services publics qui interviennent dans les secteurs qui nous intéressaient. Je vais demander à Babi Bokako de les mentionner parce que nous voulons reconnaître le rapport au travail que nous avons fait. Nous n'avons pas inventé la roue, nous avons recueilli des informations d'ici parce que si vous voulez parler du développement d'un coin de la République, il faut que ceux qui sont dans ce coin de la République conçoivent leur développement, imaginent les solutions pour sortir de leur situation. On ne doit pas attendre que Kinshasa vienne ici, et Kinshasa ne doit pas venir gouverner ici. Donc c'est votre responsabilité, vous de la presse, d'éveiller les populations, de leur dire qu'il s'agit de leur vie, du futur de leurs enfants et de leurs petits-enfants, et qui doivent se prendre en charge, comme disait Laurent Désiré Kabila. Alors, Babi, vous pouvez nous indiquer les autres services qui ont bien voulu se prêter à nos questions, qui ont bien voulu nous donner l'information dont nous avions besoin pour pouvoir vous rendre compte aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur le procureur, pour la parole. En plus des autorités citées plus haut par le procureur, nous avons eu à rencontrer le procureur général près la cour d'appel de Mbujimaï, M. Maurice Kama Alama, le recteur de l'université officielle de Mbujimaï, l'abbé Apollinaire Sibaka Sikongo, le ministre des Infrastructures et des Travaux publics ici présent, M. Edgar Moubenga, Moussenga. Excuse. Le conseiller financier du gouverneur de province, M. Marcel Mwanzi Kanyeye, le représentant du corps académique de l'université officielle de Mbujimaï, le professeur Charles Kazadi Bengakuna Kanyinda, le directeur provincial de l'Office des voiries et de drainage, OVD, l'ingénieur Trésor Kachala Chibanda, l'agence congolaise des grands travaux, représentée par le chargé de l'administration, M. Freddy Kassieke, et M. Marcel Mabikaï comme consultant. Le responsable de l'antenne provinciale du bureau technique de contrôle, BTC, M. Bouetia Kondé, le chef de division chargé de l'administration et des finances de l'Office des routes, M. Moïse Kalonji Pinga, le président de la coordination estudiantine de l'université officielle de Mbujimaï, M. Idriss Mbia Tchakama, le directeur provincial des marchés publics, M. Olivier Makabou Boukassa, le secrétaire permanent de la cellule de gestion des projets des marchés publics, M. Junior Mouyumba Kabongo. Ainsi sont énumérés les services que nous avons rencontrés lors de notre mission ici à Mbujimaï. Merci, M. Bokako.
Donc, outre le remerciement que nous venons de terminer, je souhaite vous parler quelque peu de la Cour des comptes. Je ne suis pas sûr que vous connaissez la Cour des comptes. Qui a déjà lu la loi sur la Cour des comptes à la salle? Personne. Personne. La Cour des comptes puise ses bases, son fondement dans la Constitution. Vous avez la Constitution? L'article 180 de la Constitution dispose ceci. La Cour des comptes contrôle, dans les conditions fixées par la loi, la gestion des finances de l'État, des biens publics ainsi que les comptes des provinces, des entités territoriales décentralisées ainsi que des organismes publics. Elle publie chaque année un rapport remis au président de la République, au Parlement et au gouvernement. Le rapport est publié au journal officiel. Pourquoi je dois sauter une disposition qui est le fondement constitutionnel. La Cour des comptes est un corps constitué, c'est un corps qui tire son existence de la Constitution, ce qui vous indique à quelle hauteur on peut la placer. C'est donc l'article 178 de la Constitution. Il est institué en République démocratique du Congo une Cour des comptes. La Cour des comptes relève de l'Assemblée nationale. Les membres de la Cour des comptes sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par le président de la République après avis de l'Assemblée nationale. Les membres de la Cour des comptes doivent justifier d'une haute qualification en matière financière, juridique ou administrative et d'une expérience professionnelle d'au moins 10 ans. Quand vous voyez qu'elle relève de l'Assemblée nationale, ça ne signifie pas qu'elle reçoit des injonctions de l'Assemblée nationale. C'est ce que nous trouverons expliqué dans la loi relative à la Constitution. La composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes sont fixés par une loi organique dont je vous donnerai quelques dispositions. Donc, dans notre Constitution, il y a ces 3 dispositions-là dont je viens de vous faire lecture, qui nous renvoient à la loi relative, donc disons que c'est plutôt la loi numéro 18024 du 13 novembre 2018 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes. Je vais vous en donner, j'ai retenu 6 dispositions pour vous donner une idée, étant entendu que les autorités de la Cour des comptes descendront à un moment ici même pour parler et à la presse et aux autorités publiques de la Cour des comptes, et notamment pour que les autorités publiques connaissent leurs devoirs envers la Cour des comptes. La Cour des comptes attend des documents financiers de toutes les entités publiques. Il y a une échéance, et lorsque cette échéance-là n'est pas respectée, vous tombez sous une infraction financière et vous pouvez être poursuivi par la Cour des comptes. Étant donné que la Cour des comptes ne s'est pas beaucoup manifestée compte tenu du contexte politique qui a prévalu dans ce pays, nous nous sommes fait le devoir, depuis que nous avons été nommés par le chef de l'État et que nous avons prêté serment. Nous avons été nommés le 27 juin, l'ordonnance a été publiée le 29 juin de l'année passée, et nous sommes entrés aussitôt en fonction. Nous avons pris la résolution d'aller dans les provinces pour dire aux autorités publiques et aux entrepreneurs privés qui reçoivent l'aide financière de l'État, ce que sont que leurs devoirs vis-à-vis de la Cour des comptes, notamment pour la reddition des comptes. Voilà un peu comme ça. Alors je vais vous donner 6 dispositions comme je l'avais indiqué. D'abord sur l'article 3. Je répète les références dans l'espoir que les hommes et les femmes de la presse, je n'ai vu aucune femme de la presse ici, des hommes, voilà. La Constitution parle de la parité. Il est vrai que les femmes, lorsque ça devient difficile, vous disent non mais vous êtes garçon, non vous passez devant. La parité là, bon, c'est à double vitesse. Donc je vais vous donner lecture de quelques dispositions de la loi numéro 18/024 du 13 novembre 2018 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes, qui a été rendu public dans le journal officiel numéro spécial du 24 novembre 2018. Si vous, de la presse, vous ne lisez pas les lois, vous ne pouvez pas
parler au nom de 100 voix. Il faut que vous sachiez de quoi vous voulez parler. Il faut que vous vous intéressiez à la chose publique. Il ne faut pas vous intéresser seulement au coupage. Je travaille avec la presse, je sais de quoi je parle. J'ai même conçu à un moment donné un projet pour initier la presse à l'état de droit. J'étais consultant de International Foundation for Election System, IFES. J'ai tout conçu. J'ai conçu même un module de formation. On a exécuté une fois et c'était à la plus grande joie de tout le monde de l'IFASIC à l'époque. Mais les jeunes gens ont laissé tomber. Je savais qu'il y avait un financement en cours de l'Union européenne pour soutenir la presse en rapport avec l'état de droit. Mais ils ont préféré le coupage et ils ont laissé tomber ce projet-là. Donc, je vous exhorte, pour plus de professionnalisme, à vous imprégner des réalités politiques et des lois de votre pays. Parce qu'autrement, vos interventions sont superficielles. Alors, la première disposition que je vais vous lire, je vais le prendre dans l'ordre où elles apparaissent dans la loi. C'est l'article 3. La Cour des comptes est l'institution supérieure de contrôle des finances et des biens publics en République démocratique du Congo. Elle est une juridiction financière ayant compétence sur toute l'étendue du territoire national. Elle comprend un siège et un parquet. Elle relève de l'Assemblée nationale. Une disposition qu'on avait déjà trouvée dans la Constitution. Donc il y a un siège, ce sont les magistrats assis qui disent le droit. Il y a un parquet dont je suis le chef. Ce parquet a un certain nombre de tâches et notamment recevoir vos dénonciations, procéder à des investigations pour saisir le siège. À la tête du siège, en fait, à la tête de la Cour, il y a le premier président de la Cour des comptes. Le premier président de la Cour des comptes est également patron du siège. Le parquet général est dirigé par le procureur général qui est en face de vous pour vous servir. Les deux autorités ont rang de premier ministre. Les magistrats de la Cour des comptes, aussi bien du siège que du parquet, prennent rang sur les hautes juridictions de l'ordre judiciaire, la Cour de cassation actuellement, le Conseil d'État. Voilà où vous situez la Cour des comptes, ça vous donne l'idée de la hauteur de cette institution. Ça, c'était l'article 3. L'article 5 nous dit: la Cour des comptes n'est soumise dans l'exercice de ses attributions qu'à l'autorité de la loi. Nous ne recevons aucune injonction. Aucune. L'alinéa qui suit dit, elle jouit d'une autonomie administrative et financière et dispose d'une dotation propre. Cette loi est de 2000, elle a été promulguée en 2018. Cette disposition qui aurait dû booster l'indépendance de la Cour des comptes n'a pas encore été d'application intégrale. Pour la première fois, on va l'appliquer cette année. On a même déjà commencé. Mais même alors, quand je dis que ce n'est pas intégral, parce qu'on a donné à la Cour, au siège, une quotité. Après les négociations, on a dit qu'on allait donner 30% du mensuel. Et à ce jour, on a déjà donné les 30% pour le siège. On n'a encore rien donné pour le parquet général. Pendant que je suis ici, j'ai appelé le ministre des Finances. Je lui ai envoyé un message. Et puis, il m'a appelé. Malheureusement, je crois qu'une autorité plus grande que moi l'a appelé. Il a promis de rappeler. Mais moi, j'entrais déjà en réunion ici. Et la communication a été coupée. Donc, c'est une disposition capitale. Il faut que la Cour dispose de ses moyens. Ce n'est pas normal que lorsque la Cour se propose d'aller contrôler le gouvernement, qu'elle introduise des ordres d'émission qui doivent être payés par le gouvernement. Vous voyez? Et c'est pour cela que cette idée d'autonomie financière a été promue, malheureusement, et n'est pas encore d'application intégrale. Le 9 avril, nous avons eu notre rentrée judiciaire, la toute première pour la Cour des comptes. La Cour des comptes existe en fait au Congo depuis 1963, la Cour des comptes d'essence nationale. Avant cela, il y avait la Cour des comptes de Belgique qui faisait ce travail-là. À l'indépendance, on a maintenu une disposition qui permettait à la Cour des comptes royale de Belgique de continuer à faire ce travail.
En 1963, on a créé une Cour des comptes d'essence nationale. C'était, je crois, le 16 avril 1963, si je ne me trompe pas. Mais cette Cour des comptes n'a pas travaillé longtemps. Dès que Mobutu a pris le pouvoir, il l'a suspendue en 1965. Officiellement, les ordonnances qui la suspendaient parlaient d'inefficacité. Mais est-ce qu'on peut juger de l'efficacité d'une institution nouvelle, dans un contexte nouveau, dans un contexte politique instable, si vous connaissez l'histoire de votre pays dans les années 60, est-ce qu'on peut juger de l'efficacité d'une institution au bout de 2 ans? Quand on y réfléchit, il faut trouver la raison ailleurs. Et par coïncidence, j'ai travaillé sur la Cour des comptes pour mon mémoire de fin d'études à l'université, en droit. Il y avait un sous-chapitre consacré à la Cour des comptes. J'ai rencontré un vieux, malheureusement à l'époque je ne savais pas que j'aurais besoin de cette information-là, qui m'a dit qu'en fait la Cour des comptes enquêtait sur le faux monnayage dont le groupe de Mbinza aurait été l'animateur ou l'initiateur. Et Mobutu était membre principal du groupe de Mbinza. Donc en arrivant au pouvoir, il a suspendu la Cour des comptes sous un prétexte fallacieux, parce que les autres mesures qui étaient prises tendaient à soutenir l'économie, à la promouvoir. Mais on ne peut pas, si on veut soutenir l'économie et la promouvoir, suspendre la Cour des comptes. Vous voyez, n'est-ce pas, cette contradiction-là? Donc quand vous mentez, quelque part, on va vous rattraper. Mais ça, c'est une analyse personnelle, l'analyse historique. Vous pouvez faire aussi la vôtre. La Cour des comptes a été réhabilitée. Toutes les constitutions ont toujours prévu notre constitution depuis 60, ainsi de suite. Mais la Cour des comptes a été réhabilitée en 87 avec Kengo. Il se trouve que j'étais avec lui. Nous avons travaillé pour l'asseoir. Alors, ça, c'était l'article 5. Si vous avez des questions, nous pourrons essayer d'y répondre. Donc, je vous dis, les membres de la Cour des comptes ont la même préséance que les membres de la Cour de cassation et du Conseil d'État. Ils ne peuvent être poursuivis qu'avec l'autorisation du président de la République, sauf en cas de flagrance, et sont justiciables devant la Cour de cassation. Voilà une autre disposition. La suivante, c'est l'article 24 qui se rapporte à la mission de la Cour des comptes. C'est l'article 24 donc de la loi. La Cour des comptes dispose d'un pouvoir général et permanent de contrôle de la gestion des finances, des biens et des comptes du pouvoir central, de la province, de l'entité territoriale décentralisée et de ses organismes auxiliaires, ainsi que toute personne de droit public ou privé, je l'avais mentionné avant, qui reçoit un concours financier du Trésor public. Voilà pour la mission. Mais cette mission, il y a des dispositions, l'article 24 à l'article, je crois, 36, qui expose les missions de la Cour des comptes. La Cour des comptes certifie les comptes de la République. La Cour des comptes est conseillère de toutes les institutions de la République, du président de la République au dernier des chefs des localités. Mais surtout, elle évalue les politiques, les programmes et les actions publiques mises en œuvre et lui transmises selon le cas par le gouvernement ou le gouvernement provincial. Je suis sûr que ce gouvernement provincial, monsieur le ministre, n'a pas encore transmis à la Cour des comptes sa politique, ses programmes et ses actions. Voilà, ça c'est l'article 29 que je lisais. Les missions s'étendent donc de l'article 24 à l'article 36. Alors, lorsque la Cour des comptes est sur terrain pour contrôler, si elle arrive sur terrain et qu'il y a notre corps de contrôle dans cette institution-là que nous voulons contrôler, ce contrôle-là s'arrête. La loi dit, je vais vous lire la disposition, le contrôle de la Cour des comptes tient tout autre en état. Donc nous arrivons, il s'arrête. À l'exception du contrôle politique exercé par le Parlement,
les assemblées provinciales et les organes délibérants des entités territoriales décentralisées. Tout refus de s'y soumettre ou toute manœuvre dilatoire tendant à en repousser l'échéance expose son auteur aux pénalités prévues par la présente loi. Donc, vous voyez l'étendue des pouvoirs de la Cour des comptes qui résulte de la hauteur de l'institution. Je vais vous lire une dernière disposition. C'est l'article 39. La Cour des comptes est habilitée à proposer à l'autorité hiérarchique ou à l'autorité de tutelle de prendre des mesures conservatoires lorsque de graves irrégularités sont constatées à l'occasion de ces contrôles. Ces mesures concernent l'auteur des irrégularités constatées et portent notamment sur 1. La proposition de suspension ou la proposition de destitution de ses fonctions. Le blocage de ses comptes bancaires. Je suis sûr que j'aurai une question à ce sujet parce que j'ai trouvé que les comptes de la province étaient bloqués. L'interdiction de sortir du territoire national et l'obligation de se tenir à la disposition de la Cour des comptes jusqu'à la clôture du dossier. L'interdiction d'accomplir certains actes de gestion, la proposition de nomination d'un intérimaire. L'autorité ainsi saisie doit, dans les 5 jours francs de la saisine, communiquer à la Cour les suites données à ces propositions. Le premier président de la Cour des comptes signale au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, au Premier ministre, au président de l'Assemblée provinciale, au gouverneur de province, au président de l'organe délibérant et au chef de l'exécutif de l'entité territoriale décentralisée, selon le cas, des propositions de la Cour des comptes qui n'ont pas eu de suite. Voilà un peu un topo, comme je pourrais dire, de ce que la Cour des comptes et de ce que la loi lui confère comme mission pour la promotion de la démocratie et de l'état de droit. Les gens vont demander comment la démocratie alors que ce n'est pas un organe politique. Mais il n'y a pas de démocratie sans reddition des comptes. Je vous ai indiqué l'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1889, je crois, qui nous vient de France, l'article 15 qui dit « Toute autorité publique doit rendre compte. » Et si vous ne rendez pas compte, il n'y a pas de démocratie, il y a autocratie. Donc vous vous servez comme vous l'entendez. Et lorsqu'on contribue à l'application des lois de finances de manière correcte, on renforce l'état de droit. Un état où chacun doit répondre de ses méfaits et chacun doit voir ses bienfaits reconnus. La personne au-dessus de la loi. Voilà un peu au titre de présentation, sous réserve de questions que vous pourriez bien vouloir poser. Pourquoi nous sommes venus à Mbuji-Mayi? Vous êtes au courant du programme du gouvernement de reconstruction, de réhabilitation et de construction des universités et des institutions d'enseignement supérieur. Ce programme concerne bien sûr l'université officielle de Mbuji-Mayi, concerne également l'université de Kananga, l'université de Bunia et à Kinshasa, il y a même 3 institutions qui sont concernées. L'université de Kinshasa, l'Institut national des bâtiments et des travaux publics et l'université pédagogique nationale. Une appellation que moi je conteste. C'est une université pédagogique où on trouve l'enseignement de médecine, l'enseignement de droit. Donc c'était méli-mélo. Je ne suis même pas sûr que depuis qu'on a appelé cette institution université, on a réformé le programme en conséquence. Et voilà. Ça, ce sont d'autres problèmes. Les politiciens peuvent s'en saisir. Nous sommes ici donc dans le cadre de ce programme-là. Et pourquoi en Mbuji-Mayi? Parce que j'ai cité au moins 3 provinces qui reçoivent ce programme-là. Nous sommes en Mbuji-Mayi parce qu'il y a eu une clameur, une criée publique en rapport avec la manière dont le chantier de l'université officielle de Mbuji-Mayi est conduit. On nous a dit qu'il y a du retard, on a évoqué beaucoup de choses. La société civile nous a saisis
après que nous avons été saisis par la société civile, nous avons observé le milieu. Nous n'avons pas vu une réaction des autorités du pouvoir judiciaire. J'ai réuni mes collègues du parquet général et nous avons pensé que nous avions le pouvoir de nous saisir de ces dossiers pour faire éclater la vérité. Après cette réunion, j'ai fait une réquisition. Le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire y a répondu favorablement en m'envoyant les dossiers d'appel d'offres et d'autres documents pertinents. C'était 6 classeurs volumineux. Nous avons pris du temps pour faire l'étude documentaire. Et l'ayant terminé, nous nous sommes dit, on ne peut pas avoir une connaissance complète du dossier si nous n'allons pas sur terrain pour voir comment les travaux s'effectuent, et notamment voir un Mbuji-Mayi où il y a eu la criée, où il y a eu la clameur publique, où il y a eu la contestation, la protestation. C'est ce qui nous a conduits ici. Et comme je vous l'ai dit, nous sommes arrivés, nous avons été bien accueillis par les autorités de la province. Nous avons fait un tour de toutes les autorités civiles, politiques et morales. Nous avons vu les gens de l'Église. Parce que, comme je vous le disais, vous venez de loin, vous ne pouvez pas connaître la vérité si ceux qui vivent cette vérité ne vous la communiquent pas. Et je suis heureux d'avoir eu des communications franches, des communications des gens qui veulent que leur province aille de l'avant et qui s'étonnent de certaines choses. Alors, le grand constat, c'est que non seulement le chantier de l'université officielle de Mbuji-Mayi stagne, mais tous les projets exécutés dans cette province n'avancent pas. Ces projets sont systématiquement à l'arrêt. Ils ne regagnent un peu de vie que lorsque on annonce l'arrivée du chef de l'État dans la province du Kassai oriental. C'est le cas actuellement. Le chef de l'État est invité à la commémoration du 25e anniversaire de l'archevêque de Mbuji-Mayi, je crois. On a commencé à travailler la route, on m'en a parlé, je suis allé sur le terrain pour voir moi-même. Et on m'a dit qu'en octobre et décembre de l'année passée, c'était la même chose. Les chantiers qui étaient à l'arrêt se sont réveillés comme par enchantement à la veille de l'arrivée du chef de l'État. On m'a même dit que l'eau que les populations consomment, la fourniture n'est pas régulière. Mais quand le chef de l'État approche, cette eau est livrée à profusion. Dès que le chef de l'État s'en va, les robinets sèchent. Il semble que c'est aussi la même chose pour l'électricité. À vous de dire si c'est comment rapporter est vrai ou faux. Mais ça, c'est de l'hypocrisie. Ça, c'est de la négligence délibérée. C'est un laisser-aller incroyable. Mais si vous aimez le chef de l'État, si vous voulez l'honorer, vous devez le faire même quand il n'est pas là. On m'a même parlé d'un projet, je crois que c'était la route nationale numéro 1, au sujet de laquelle le chef de l'État a donné des instructions précises à travers le Conseil de ministres. Et ça tourne en rond, les mesures du gouvernement, les instructions du chef de l'État sont bafouées et n'ont jamais été respectées. Voilà un constat. Bien sûr, les gens expliquent que la province Kassai orientale et même tout le Grand Kassai sont enclavés et qu'en conséquence, les matériaux de construction n'étant pas sur place, il faut les faire venir notamment de Lubumbashi. Lorsqu'il se met à pleuvoir, on ne peut plus rien amener ici. Mais écoutez, quand on conçoit un projet, on étudie les milieux dans lesquels on va intervenir. On doit savoir comment prendre des dispositions pour que les délais de livraison soient respectés. Il ne semble pas que ce soit le cas. Parce que on m'a cité beaucoup de projets qui ont progressé en dépit des contraintes du même milieu. L'hôpital de la Mouya progresse. Comment c'est Moudichi Kalanda ou bien Kalanda Moudichi? Kalenda Moudichi progresse. 4 janvier est terminé. Les étudiants ou les élèves vont déjà là-bas. Donc, il nous faut approfondir. C'est quand on nous dit que l'approvisionnement
n'est pas régulier. C'est une situation structurelle pour laquelle il faut des mesures structurelles aussi. Et nous en avons déjà quelques-unes après avoir échangé avec les experts du gouvernement qui sont ici. Nous avons des visions pour faire sortir dans notre rapport les recommandations, aussi bien au niveau provincial qu'au niveau national, pour désenclaver ici et pour assurer l'approvisionnement dans les délais. Mais il n'y a pas que l'enclavement et la conséquence qui est l'approvisionnement irrégulier, parce que lorsque les chefs de l'État approchent, toutes ces circonstances-là disparaissent, n'est-ce pas? Tout à coup, l'argent dont on dit qu'il n'est pas disponible, il est là. Alors, comment on aimerait quand même avoir de la clarté à ce sujet-là. Alors, l'université officielle de Mbuji-Mayi elle-même, nous avons visité le chantier. Nous avons trouvé 2 Blancs, des Biélorussie, et je crois 2 Indiens. Avec les Biélorusses, nous avons pu échanger à travers un compatriote qui parle leur langue. Et avec les Indiens, c'est beaucoup plus facile parce qu'ils parlent anglais, que nous pouvions communiquer avec en anglais directement. Monsieur le ministre, qui est bilingue, a contribué à cet échange-là. Merci beaucoup de nous avoir conduits sur les chantiers, monsieur le ministre. Parce que nous avons appris que beaucoup de missions qui venaient ici, on leur refusait l'accès à ces chantiers-là. Mais ce n'est pas normal, c'est un chantier public. C'est l'argent du trésor public, l'argent des citoyens de ce pays. Les maîtres de ces chantiers-là, c'est vous, c'est moi, c'est la population. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Nous avons visité sans contrainte, sans... Alors, qu'est-ce que nous avons constaté sur le chantier? Déjà, avant d'arriver au chantier, nous avons parlé avec les recteurs de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Nous avons appris qu'avant de commencer les travaux de construction, ils ont détruit les salles de classe qui étaient là. Et en réponse à la réticence de la direction de l'université, ils ont promis de livrer 16 auditoires au bout de 9 mois. Aujourd'hui, le chantier a déjà plus de 12 mois. Pas un seul auditoire n'est livré et on ne peut même pas voir encore l'élévation d'un seul de ces auditoires. Ces auditoires doivent recevoir environ 300 étudiants chacun. Il n'y en a pas un seul. Outre les auditoires, il est prévu qu'on construise 2 hommes d'étudiants. Un homme pour les garçons, de capacité 400 chambres, et un autre pour les femmes, les filles, capacité 205 d'accueil, c'est 205 chambres. Mais l'université leur a indiqué qu'ils n'avaient pas besoin tout de suite des hommes. Parce que les étudiants ne seront pas logés gratuitement. Il faudra qu'ils payent. On voit déjà les difficultés que les étudiants ont pour payer leur scolarité. Les étudiants devront manger et boire. Apparemment, on n'avait pas prévu une infrastructure qui réponde à ce besoin élémentaire, à ce besoin de base. Ensuite, rassembler des jeunes. Si vous prenez, à supposer qu'on atteigne 320 par auditoire, vous multipliez par 16, c'est ça, hein? Par 16, vous trouvez dans les 3000, 4000, voilà. Vous rassemblez une population de jeunes, bouillants, en un endroit. Ça requiert des mesures de sécurité. Ça requiert des mesures d'encadrement que les concepteurs du projet qui sont venus imposer à la ville et à l'université n'ont pas envisagé. Voilà un peu comment on joue à l'apprenti sorcier. À supposer que au moins les hommes soient déjà terminés, que les étudiants s'y trouvent et que le reste des constructions patauge comme c'est le cas. Vous pouvez imaginer ce que ça serait. Moi j'ai été étudiant.
Un jour, le professeur Vundao est vice-recteur de l'université de Kinshasa, je ne sais pas les mots s'appelant pour l'UNASA, je ne sais plus, peu importe, a voulu nous imposer un dirigeant de la JMPR, Ngoto Dominique. Nous nous sommes levés, nous nous sommes opposés. Le dessein du recteur n'a pas abouti, mais ça c'est une autre histoire. Alors vous voyez un peu les choses qui accompagnent les projets auxquels les bénéficiaires n'ont pas pris part dans la conception. Alors, ce retard de livraison a un impact sur les finances des étudiants et sur les finances de l'université. L'université doit louer des salles de classe à travers la ville, ce qui éloigne les étudiants de leur routine habituelle et en rajoute aux frais de transport qu'ils doivent supporter. Donc les parents, les ménages sont affectés. Voilà un peu les conséquences de cette situation-là. Bien sûr, on a évoqué... Nous avons eu un entretien très long avec les gens qui étaient sur les chantiers. Je leur ai fait observer qu'il y avait eu manque d'analyse de la situation parce qu'on doit avoir prévu où on intervient, quelles sont les contraintes, on doit les prendre en compte. On peut par exemple disposer d'assez de matériaux pour couvrir la période, un cycle de travaux et prévoir quand est-ce qu'il faut renouveler les stocks de manière à ce que les chantiers ne connaissent pas de rupture. Tout ça c'est élémentaire. Donc nous approfondirons l'analyse dans le rapport, parce que nous ferons un rapport plus consistant avec tous les éléments qui vous sont communiqués et les analyses que nous pourrons faire quand nous sommes au repos dans nos bureaux sur cette situation-là. J'ai parlé de l'enclavement, j'ai parlé du retard de livraison de l'IOM. À l'IOM, sur le chantier, nous avons relevé que l'outil de travail de ceux qui procèdent donc à la construction est insuffisant. Je prends un témoin, monsieur le ministre. Nous avons trouvé une seule bétonneuse. Une seule bétonneuse. Cette bétonneuse-là doit fournir du béton pour les 16 auditoires et pour les 2 hommes. L'ampleur du chantier requiert des moyens plus nombreux, n'est-ce pas? Quand nous avons fait valoir qu'il n'y avait une seule bétonneuse, nous avons dit non, nous avons une autre bétonneuse dans un magasin. Mais les travaux ne se font pas dans le magasin. Nous sommes allés voir la bétonneuse, nous l'avons trouvée. Mais je ne suis pas en mesure de vous dire que cette bétonneuse-là est opérationnelle et travaille. Voilà. Donc, la sélection de cette entreprise, comment est-ce qu'elle a été faite? C'était du népotisme. C'était quoi qui a milité pour que cette entreprise, qui manifestement n'a pas les moyens pour faire les travaux qui lui sont confiés, se retrouve là-bas? J'ai parlé des chantiers qui sont à l'arrêt et qui se réveillent comme sous l'inspiration divine la veille de l'arrivée du chef de l'État. Alors, nous avons eu 2 dénonciations. Je vous signale que le parquet général de la Cour des comptes peut recevoir, du fait de la loi, des dénonciations. Et je vous ai indiqué que, à l'origine de notre mission ici, il y a eu une dénonciation à la suite de laquelle nous avons commencé les investigations. Donc, vous aussi, en tant que citoyen, en tant que la voix des sans-voix, si vous tombez sur une anomalie dans la gestion des finances ou des biens de l'État, vous êtes les bienvenus pour nous communiquer. Nous vous donnerons nos coordonnées à l'issue de cet entretien. Donc, les 2 dénonciations qui concernent toute une institution publique où l'argent public, donc, n'a pas été utilisé aux fins pour lesquelles il aurait dû l'être. Nous allons approfondir. Il est possible que les responsables de cette institution-là nous suivent à Kinshasa dans les jours qui suivent, lorsque nous serons dégagés des autres obligations. Mais je ne peux pas vous dire ce qu'est l'institution. Je ne peux pas encore vous dire à ce stade c'est quel est responsable, mais je vous donne l'information. À charge de vous de continuer à chercher des détails plus tard.
je serai disposé à vous le donner dès que je serai en mesure de le faire. Je voudrais saluer le travail du parquet général près la cour d'appel de Mbuji-Mayi. Comment s'appelle le procureur? Maurice Alama. Alama, voilà. Parmi les autorités que nous avons rencontrées le procureur général. Nous lui avons posé la question de savoir, en fait, une question que nous avons posée à toutes les autorités, c'était de leur demander d'où provenait la clameur, qu'est-ce qui était derrière la criée publique, pourquoi les populations, les étudiants, certaines personnalités, et on nous a parlé de Mme Kibassa, ont protesté au regard du chantier de l'UOM. Cette question, nous l'avons posée à toutes les autorités. Et nous avons également posé cette question-là au procureur général de la cour d'appel de Mbuji-Mayi. Nous avons été heureusement surpris d'apprendre que lui avait même ouvert des dossiers et qu'il avait entendu certaines personnes et qu'il a donc des éléments. Nous espérons pouvoir nous en servir. Nous avons appris qu'à un moment donné, il a reçu une demande verbale, n'est-ce pas? Verbale, ce qui n'est pas normal dans une administration. Mais le parquet, vous savez, c'est un corps structuré où on ne peut pas faire autre chose que ce que votre hiérarchie commande. Et les dossiers, il y en a 4, je crois. On parle de 4. 4 dossiers ont été transférés à Kinshasa. Nous avons pu avoir la lettre par laquelle transférer les dossiers et nous allons poursuivre nos investigations à Kinshasa. Je voudrais saluer le travail du parquet général près la cour d'appel de Mbuji-Mayi. Si vous rencontrez le procureur général, dites-lui, s'il vous plaît, je le lui ai dit, mais si vous le rencontrez, dites-lui nos félicitations. Et nous saluons son engagement pour l'éclatement de la vérité. Une situation que nous avons également trouvée, c'est celle qui se rapporte, comment on dit, au blocage des comptes de la province. C'est combien de comptes? Quelqu'un peut me dire? 5? Tous les comptes. Tous les comptes, c'est combien de comptes? Une dizaine. Pardon? Une dizaine. Une dizaine de comptes. Je peux comprendre qu'il y ait des mesures conservatoires. Mais j'ai difficile à admettre que les mesures conservatoires asphyxient une administration et empêchent qu'on paie les rémunérations qui ont un caractère alimentaire. Voilà tout ce que je peux dire. C'est une situation qui nous a préoccupés. Nous l'approfondirons parmi nos priorités. Nous ferons de notre mieux pour qu'une solution soit apportée. J'ai entendu un son de cloche. C'est le gouvernement provincial qui m'a parlé. Mais le gouvernement provincial, c'est comme une danse. C'est rarement qu'on va sur la piste pour danser seul. Alors je vais demander l'autre partenaire du gouvernement provincial pour que je sache ce qu'il en est, de quoi il retourne. Et à ce moment-là, nous pourrons recommander des mesures appropriées. Mais je peux déjà vous dire qu'il est exclu qu'on asphyxie une administration publique. Il est inadmissible qu'on empêche le paiement des rémunérations qui, comme je vous l'ai déjà dit, ont un caractère alimentaire. Voilà l'essentiel de ce que j'avais à vous dire. Il y a une note que nous avons préparée, mais moi je suis mauvais lecteur. Alors je n'ai pas voulu lire la note. Et puis quand on communique, il faut qu'on se regarde dans les yeux, n'est-ce pas? Je ne fais pas la politique. Je me sens bien dans la peau de conseiller de l'État. Voilà, messieurs de la presse, autorités publiques, la livraison que j'avais préparée pour vous. Je suis à votre disposition pour les questions auxquelles je peux répondre. D'accord. Ok, monsieur Misakab. Merci pour la parole. Moi, je voulais intervenir particulièrement sur le cas de l'UOM. L'UOM. Vous pouvez aussi là.
C'est un dossier qui a suscité qui a coulé beaucoup d'encre de salive ici chez nous en province. Monsieur le procureur, il y a eu des tournements, oui ou non, à l'UR. Il y a eu des tournements, oui ou non, à l'UR. C'est une question ouverte. À vous d'expliquer par rapport à ce que vous avez trouvé à l'UR. Je sais qu'il y avait des dossiers parallèles, des dossiers donc, des chantiers, et des dossiers donc, liés à la gestion en interne de l'UR. Mais par rapport au dossier des constructions, il y a eu des tournements où vous avez expliqué ce que vous avez fait comme constat, ce que vous avez vu sur le terrain, sur le chantier. À part les dossiers de l'UEM, il y a aussi d'autres projets que vous avez évoqués, particulièrement des dossiers liés à la construction des routes. Vous n'avez pas dit grand-chose là-dessus. Il y a eu l'entreprise chinoise Brexit, dont les contrats étaient résiliés. On ne vous a pas dit réellement ce qui s'est passé, pourquoi les contrats étaient résiliés. Bon, c'est que les communs des mortels connaissaient que c'est aussi lié à la lenteur qu'on a constaté donc, sur le terrain dans le déroulement des travaux. Il y a une nouvelle société qui a été choisie, tout cela on voit bien sur le terrain. Voilà. Est-ce qu'on vous a donné des éléments par rapport à cette situation qui renferme en elle-même aussi beaucoup de mystères? Ok, merci pour... je vais prendre chaque question. Oui. Beaucoup d'encre, c'est vrai, c'est cette encre-là qui a conduit à ce que nous soyons ici, parce que la société civile à Kinshasa nous a sollicité et nous nous sommes intéressés à ce dossier. Détournement, oui ou non? Je ne suis pas encore à mesure de répondre à cette question. Les détournements, ces éléments constitutifs sont dans la loi. L'étude documentaire à laquelle nous avons procédé ne nous a pas donné les éléments liés aux finances. Nous avons appris ici que les gens qui reçoivent l'argent pour ce chantier sont à Kinshasa. C'était en fait le volet auquel je voulais m'intéresser en dernier lieu. J'ai voulu prendre tout le contour de la question. J'ai fait des petits documentaires, comme je vous l'ai dit. Maintenant, je suis venu voir sur le terrain. C'est maintenant à ce stade-ci que cette équipe a déjà arrêté un plan d'attaque pour quand nous retournons à Kinshasa. Je ne peux pas, honnêtement, vous dire à ce stade-ci qu'il y a eu des tournements. Vous avez parlé beaucoup d'encre qui a coulé. J'ai parlé de la clameur, de la criée publique. Ça veut dire que, comme je l'ai appris notamment chez les partenaires de l'Église catholique, lorsqu'on lance des travaux dans une province qui est restée pendant longtemps un peu orpheline, lorsqu'on lance des travaux, il y a de l'enthousiasme. Les gens se disent, enfin, on sait que nous sommes là, on s'occupe de notre milieu, on veut améliorer notre environnement. Et puis, au bout d'un temps, les chantiers commencent en effervescence. Et puis, tout à coup, ça commence à patauger. Les gens peuvent dire qu'on a détourné l'argent. Les gens pensent que parce qu'il y avait de l'argent, on a commencé les travaux. Mais comme on n'a pas affecté l'argent aux travaux, ça commence à tomber. Je raisonne logiquement. Je ne prends pas parti, je ne peux pas prendre parti. Je suis comme l'église au milieu du village. Je dois instruire une affaire à charge et à décharge. Vous les Kassens, vous dites où c'est Ngamboui, où c'est Ngakanko. N'est-ce pas? C'est exactement ça que j'ai fait. Cette sagesse populaire-là aussi me conduit. J'ai appris que Mme Kiba savait crier au détournement, n'est-ce pas? Je ne sais pas, si quelqu'un a son contact, j'aimerais bien le recevoir. Si vous de la presse, lorsqu'elle est venue, vous l'avez rencontrée, qui vous a donné ses coordonnées, veuillez me le donner s'il vous plaît, j'en ai besoin. Parce que, d'après ce qui a été rapporté, elle aurait géré des fonds de la RAM et ces fonds auraient été affectés aux travaux. Donc probablement qu'elle sait quelle quantité d'argent avait été affectée à ce projet. Moi, je ne le sais pas encore. C'est délibérément que je n'ai pas encore voulu toucher
à l'aspect financier. Mais maintenant, je dois le toucher. Peut-être qu'elle, sachant ce qui avait été mis à la disposition du chantier, et voyant ce qui était fait à cette époque-là, elle s'est dit qu'il n'y avait pas match. Le matching entre les fonds alloués et les réalisations faites. Peut-être qu'elle peut parler comme ça, comme citoyenne, de détournement. Mais du point de vue du droit, le détournement a des éléments constitutifs. Et je ne peux pas vous dire qu'il y a eu détournement ou pas à ce stade-ci, tant que je n'ai pas confronté tous les éléments. Alors, la gestion interne de l'UOM. Écoutez, si vous avez des documents, donnez-moi, je les exploiterai. Je peux vous assurer que je vous ai lu la loi. Au-dessus de moi, il n'y a que la loi. Lorsque nous avons terminé notre contrôle des fonds accordés au gouvernement de la République pour faire face à la pandémie Covid-19, c'est comme ça qu'on l'appelait. Une maladie inventée par les humains pour maltraiter d'autres humains. Quelqu'un a fait rapport au chef de l'État. Et le chef de l'État lui a dit, si la Cour a abouti à des conclusions, il faut la laisser faire son travail. Donc, à la limite, moi je suis conseiller du chef de l'État. Donc, c'est lui mon chef, c'est lui mon patron, le travail c'est lui qui me le donne. Si lui me dit, ça ne faites pas, pour telle ou telle raison, que je peux comprendre, je m'arrêterai. Mais autrement, jusque-là, j'irai jusqu'au bout de ce que j'ai commencé. Donc, si vous avez des éléments concernant la gestion bonne ou mauvaise de l'université officielle de Mbuji-Mayi, je serais heureux de le recevoir. Les autres projets, je ne sais pas grand-chose, mais j'ai dit l'essentiel. Ces projets-là, on dirait que l'argent pour les réanimer, c'est la veille de l'arrivée du chef de l'État. C'est le plus important. Je ne peux pas dire davantage. Je m'y suis intéressé parce que je vous ai donné notre mandat. Il couvre un peu tout. Mais je n'ai pas travaillé sur ces dossiers-là particulièrement. J'ai appris que j'ai roulé sur une très bonne route. Là, on m'a dit, oh, mais cette route-là, elle a été faite quand le chef de l'État est arrivé. Mais si vous aimez votre chef de l'État, vous le respectez, vous n'attendez pas qu'il vienne, non? Les enfants qui sont respectés de leurs parents respectent leurs instructions, même quand les parents ne sont pas. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on reconnaît que ces enfants sont bien élevés, respectueux des instructions de leurs enfants. Voilà, donc le CREC 7, j'ai appris, c'était sur la route Tilé-Gilou, RN1. Pour l'instant, ils sont allés sur la RN1. Ils sont allés sur la RN1. Mais le projet dont je parle, quand ils étaient sur Tilé-Gilou, on a décidé de contrat sur Tilé-Gilou. Parce que la population avait protesté. On estimait qu'ils étaient très loin. Ils voulaient commencer des travaux à l'arrivée du chef de l'État. Et puis la population a dit non, que le chef de l'État vienne voir ce que vous avez fait. C'est ça, non? Il avait déjà asphalté quelques kilomètres, mais les gros du travail restait encore à faire. Et puis ils sont entrés en hibernation. Donc, je n'ai pas toute l'information sur tous les projets. Mais maintenant, je vais la voir. Notre ami, il est là. Vous pouvez me mettre debout? Vous m'avez donné quoi ce matin? Je vous ai donné le table de travaux. Voilà, j'ai reçu l'information, maintenant je vais l'examiner. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. J'ai aussi reçu notre... non, il n'est pas venu ici, il avait autre chose à faire, de l'OVD. Vous pouvez me montrer les tableaux que je vous ai remis là. Donc... Ah, mais c'est lui qui m'a donné le projet, ce n'est pas lui. Je cherchais quelqu'un de précis. Voilà. Okay. Donc maintenant, je repars de Mbuji-Mayi avec des différents tableaux de tous les projets qui sont ici. J'en attends d'ailleurs un du ministre. Heureusement, je peux lui dire. J'ai cherché à lui dire hier, il n'était pas là. On m'a même dit que vous étiez déjà à Kinshasa. Voilà un des tableaux que j'ai reçus. C'est nous qui avons conçu ici sur place. Nous cherchons à connaître l'intitulé du projet,
les domaines où le projet intervient, la localisation, la main-d'œuvre, la durée d'exécution du projet, le coût du projet, le montant déjà exécuté, donc reçu, le niveau d'exécution financière, le niveau d'exécution physique, implication de la province ou pas. Parce que nous avons appris avec stupeur qu'il y a des projets qui sont développés dans cette province à l'insu du ministre compétent dans cette matière-là. Voilà. Donc maintenant, nous repartons avec plus de matière que nous analyserons pour une meilleure compréhension de la situation et une réaction. Voilà que je crois que j'ai... Oui. C'était ça. Voilà. Et j'ajoute, vous êtes les bienvenus pour donner l'information. Soyez des journalistes d'investigation. Autrement, vous pouvez être des voix, des sans-voix. Vous ne pouvez pas porter la voix du peuple. Soyez plus professionnels. Voilà. Oui, merci de la parole. Moïse Chédéguiman, j'attends pour... Monsieur le procureur général, je reviens sur les dossiers blocage des comptes de la province par l'inspection générale des finances. C'est un dossier que vous avez juste effleuré sans entrer en profondeur. C'est un dossier que vous avez juste effleuré sans entrer plus en profondeur. Parce que vous êtes de la Cour des comptes, un peu de pédagogie, ça ne fera du mal à personne. L'IGF a-t-elle qualité de bloquer les comptes de toute une province? C'est le premier volet de ma question. Le deuxième volet, c'est notamment en rapport avec cette interdiction et les conséquences que nous vivons aujourd'hui. Vous l'avez connu, l'administration provinciale est complètement paralysée. On n'arrive plus à payer les agents. Pas plus tard qu'hier, il y a eu la direction générale des recettes du Cassa oriental. Vous avez dit tantôt, le salaire a un caractère alimentaire, c'est vrai. Qu'est-ce qui devrait être fait dans un premier temps, tout en admettant que les comptes sont certes gelés, mais qui ne viennent pas tout à fait cette asphyxie que nous connaissons? Ok, je vous ai dit que je dois entendre deux sons de cloche. J'ai entendu la province du Cassa oriental, je n'ai pas encore entendu l'IGF. La province m'a donné des documents qui sont en sa possession. Mon ami ici les a. Je lui ai déjà demandé de faire une note sur toute cette situation, une note globale, que nous examinons à la Cour des comptes pour dégager une position de la Cour des comptes. Je ne suis que le parquet. La Cour, comme je vous l'ai dit, est constituée du siège et du parquet général. Ça, c'est en guise d'introduction. Quant à la compétence de l'IGF, j'examinerai la loi. Je ne peux pas vous dire quelque chose maintenant, même si j'ai une idée de ce qu'il faut faire. Je ne peux me prononcer qu'après avoir examiné objectivement les faits, parce que les faits, on ne les change pas. Alors, la partie la plus intéressante de votre question, c'est là où vous dites que est-ce qu'on pouvait bloquer les comptes? C'est ça, si j'ai compris. Oui, justement, ce qui devrait être fait. Voilà. Parce que c'est vrai, les comptes ont été bloqués, il y a de l'autre côté l'administration provinciale. Encore une fois, je ne peux pas vous dire ce qui devait être fait, parce que pour savoir ce qui devait être fait, je dois écouter les deux sons de cloche. Et je les écoute, j'en ai écouté un côté, je garde contact pour prendre d'autres éléments éventuellement, je vais écouter les autres de l'autre côté et je dégagerai une proposition déposition de la Cour des comptes que je vais soumettre à la Cour des comptes pour qu'elle se prononce sur ce qu'il convient de faire. Mais les décisions qu'on prend doivent toujours comporter de l'humanité. La matière humaine doit être respectée. Est-ce que tous les comptes étaient litigieux? Voilà un peu une question qu'on peut se poser. N'est-ce pas? Logique. Si sur 10 comptes, il y a 1 ou 2 comptes qui posent problème, pourquoi bloquer les 7 ou 8 autres? Ça, c'est un raisonnement logique. N'est-ce pas? Je ne lutte pas votre question, j'ai répondu comme il convient que je réponde. Ça, c'est mon point de vue. C'est un dossier qui me tient à cœur, un dossier dont je m'occuperai parmi les priorités dès que je rentre à Kinshasa. Parce que mon travail va me conduire probablement en dehors du pays pendant 1 mois. Ok, d'accord. Ok, vous avez la parole. Ok, je suis fait dévaler avec la question. Quelles sont les relations qui existent entre la Cour des comptes et l'IGF? Est-ce la Cour des comptes a des injonctions à donner à l'IGF?
puisque l'IGF est la surveillance et la Cour des comptes est la surveillance. Je vais demander à la loi. Voilà. L'article 37 dit ceci. Les demandes d'assistance des autres institutions de l'État peuvent autant que possible être intégrées au programme sectoriel de la Cour des comptes, qui se réserve le monopole de la direction des enquêtes et des suites à leurs données. La Cour des comptes est l'institution supérieure de contrôle des finances et des biens publics en République démocratique du Congo. Donc ça c'est l'article 37 dont je vous ai lu une partie. Le deuxième alinéa est ainsi libellé. Dans ces interventions, la Cour des comptes peut recourir pour des enquêtes à caractère technique au service de l'inspection générale des finances et, le cas échéant, à d'autres corps de contrôle et à toute autre expertise. Je crois que j'ai répondu au moins en partie à votre question. Je vais commenter. Laissez-moi... Non, vous gagnez du temps, je ne vais pas chez vous. Voilà au moins la base. Je vous ai déjà dit avant que le contrôle de la Cour des comptes tient tout autre contrôle en État. Si l'IGF est dans une administration en train de contrôler, quand nous arrivons, elle arrête. Elle arrête. Elle arrête. Nous, si nous sommes dans une administration, l'Assemblée nationale arrive. L'Assemblée provinciale arrive, ainsi de suite. Nous arrêtons. Nous arrêtons. Ça vous donne quand même une idée, non? Voilà. La Cour des comptes est l'institution supérieure de contrôle des finances et des biens de l'État. Elle reçoit tous les rapports des autres corps de contrôle parce qu'elle est l'institution supérieure. Elle est gardienne des normes. Le contrôle ne se fait pas n'importe comment. Il existe des normes internationales. Il existe au niveau international ce qu'on appelle l'INTOSAI. L'INTOSAI, c'est International... What? INTOSAI. INTOSAI. International Organization of Superior Audit Institution. Donc, l'organisation internationale des institutions supérieures de contrôle. C'est elle la gardienne qui édicte les normes selon lesquelles le contrôle doit être fait. Un contrôle doit être planifié. Il y a des choses qu'il faut respecter quand on fait un contrôle pour que les conclusions soient objectives, puissent être utilisées de manière objective, parce que nos conclusions, nos recommandations peuvent et doivent conduire à la réforme de l'État, à la réforme des services pour les rendre plus opérationnels, plus efficaces. C'est là, la Cour des comptes est gardienne de ces normes-là. Vous voyez? Alors, il y a eu pendant un certain temps une certaine léthargie. La Cour des comptes, ce n'est pas quelque chose qu'on aime beaucoup. Il y a un conseil du chef de l'État qui s'occupait des finances et de l'économie que j'ai essayé d'entraîner parce qu'il y avait les gens de l'INTOSA justement qui voulaient entrer en contact avec les niveaux les plus élevés de la République. Il m'a fait ça. C'est normal. L'histoire a montré qu'il n'aurait pas eu intérêt à soutenir la Cour des comptes. Vous voyez? Maintenant, là, il n'est même plus conseiller du chef de l'État. Et il n'est plus en fonction. Donc les voleurs finissent par toujours se faire attraper. Donc vous voyez que tous les corps de contrôle doivent envoyer des rapports. Et l'IGF aussi compris. L'IGF aussi compris. Il y a 2 semaines, l'IGF, chef de service, a contacté le président de la Cour des comptes au sujet des difficultés qu'il avait pour faire aboutir certains dossiers. Il lui a été dit de contacter le procureur général. Moi-même, j'avais l'intention d'aller le voir parce que je voudrais voir clair un peu dans les émoluments des mandataires de l'État. Les membres du comité d'administration ne peuvent pas être rémunérés des établissements, un peu plus d'entreprises. Ce sont des gens qui doivent être payés avec jetons de présence. Je voudrais restaurer cette orthodoxie-là.
Je me propose d'aller le voir, j'irai le voir. Moi, vous savez, les titres du procureur général, ça ne m'effraie pas. Quand je dois aller voir un agent, un attaché du bureau de première classe qui a l'information, j'y vais. Mon travail est plus important que mon titre et ma personne. Donc j'irai le voir. Donc je crois que je vous ai donné quand même une idée. C'est vrai, les gens disent, mais l'IGF se présente comme institution supérieure de contrôle du gouvernement. C'est ce qu'on a posé parfois comme question. Pendant un certain temps, la Cour des comptes, on n'en entendait pas parler. Je suis sûr que dans cette salle, les gens entendent parler de la Cour des comptes pour la première fois. Alors pendant ce temps-là, l'IGF n'est pas créé ni sous Kabila ni sous Tshisekedi. L'IGF existe depuis 1968. Le premier patron, je crois que c'était un certain Malou Biakalwa Fikou, quelque chose comme ça. Ensuite, il y a eu Kazumba Lwaoula. L'IGF n'est pas une nouvelle bête. L'IGF s'exprime parce que le contexte l'a permis. Personne n'aime le contrôle. Personne n'aime le contrôle. Alors, avec le président Félix-Antoine Tshisekedi, on peut parler de contrôle. Ce n'est pas encore parfait. Mais au moins, il y a un début. Le contrôle s'enracine lors des changements démocratiques, lors de l'alternance. Le nouveau pouvoir qui n'a pas encore trempé est disposé à vous permettre de contrôler. Alors vous, l'organe de contrôle, lorsque vous commencez votre travail, si vous avez les reins solides, vous pouvez continuer. Et moi, j'ai l'intention de continuer jusqu'à ce qu'on m'arrête. Voilà. Alors, pendant ce temps où la Cour des comptes était en léthargie, si je peux ainsi dire, elle faisait un minimum, parce qu'on ne peut pas voter le budget de l'État sans les observations de la Cour des comptes. Je pense que ça, vous le savez. C'est le fondement de la démocratie, la reddition des comptes. Donc la Cour des comptes a toujours fait cela. Elle a également procédé à des contrôles, publié des rapports qui malheureusement n'ont pas été exploités. Donc pendant ce temps-là, l'IGF aussi, on n'entendait pas parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Mouzitou, qui est lui-même un ancien inspecteur général des finances, est devenu Premier ministre. Il a eu des démêlés avec ses anciens collègues, qu'il a envoyé à la retraite, une retraite qui n'a pas été respectée, parce qu'ils ont continué quand même à travailler, à être rémunérés. Alors, à ce moment-là, d'après l'information que j'ai reçue, un inspecteur général des finances, qui était conseiller de l'autre président-là, l'a convaincu que si vous amenez l'IGF au niveau de la présidence, vous contrôlerez mieux le gouvernement. C'est ainsi que l'IGF arrive à la présidence. Mais l'IGF, traditionnellement, c'est un service du ministère des Finances. Quand vous prenez les manuels, les doctrines, on qualifie l'IGF de contrôle de l'administration par l'administration. Et traditionnellement, les inspecteurs, l'inspection, c'est ponctuel. Donc on va là-bas, on s'intéresse à telle chose. Bon, l'évolution congolaise peut être expliquée, mais ça, c'est pas mon affaire ici. Alors, c'est dans ces conditions-là que l'IGF s'est peut-être appelé institution supérieure du gouvernement, du contrôle du gouvernement. Mais c'est une appellation que moi je conteste. Parce que quand on dit de la Cour des comptes qu'elle est institution supérieure du contrôle des finances publiques, ça signifie que tous les autres corps de contrôle qui touchent aux finances lui font rapport. L'IGF s'occupe des finances publiques. Mais tous les autres corps de contrôle du gouvernement, que ce soit provincial ou national, ne s'occupent pas des finances publiques. Il y a l'inspection de la santé, il y a l'inspection de l'enseignement, il y a une inspection des mines, j'imagine. Donc, dans toutes les administrations, là, on trouve une inspection appropriée. Mais alors, comment vous pouvez être institution supérieure des corps qui font autre chose que ce que vous faites? Voilà. Donc, je crois que j'ai répondu au-delà de ce que vous avez demandé. La Cour des comptes est au-dessus de l'IGF. La Cour des comptes, elle collabore avec l'IGF. Il y a des choses que la Cour fait en même temps que l'IGF, mais la Cour a des prérogatives beaucoup plus élevées que celles de l'IGF. La Cour des comptes peut commettre l'IGF à faire tel travail. Je vous ai lu la disposition de la loi. Mais nous sommes comme les doigts d'une main.
Nous servons la même République. Nous collaborons et nous collaborons bien. Par rapport à la situation de la DG40, vous êtes procureur général, nous connaissons la mission traditionnelle du procureur, celle de recherche des infractions. Vous êtes dans une province où il y a, on peut dire, la mer publique, il y a les arriérés, les salaires, d'accord. Si aujourd'hui vous êtes devant cette masse d'agents de la DG40 qui dénoncent que les comptes sont bloqués, parce que nous avons l'autorité provinciale qui est ordonnatrice, il y a un millionnaire ordonnateur qui commande que ces agents soient payés. Il engage. Oui. Maintenant, vous, en tant que procureur, vous avez dit que vous avez l'ascendance sur l'IGF, mais l'IGF qui a bloqué les comptes. Et vous avez évoqué aussi le principe qui dit que les contrôles de la Cour des comptes tiennent à l'État tout autre contrôle. Mais il suffit seulement de déclencher une action en justice, une action, pour suivre de près ces dossiers. Et après, on peut donner aussi une lumière à ces agents de la DG40. Maintenant, vous allez entrer à Kinshasa. Vous voulez que je saisisse la justice ici? Automatiquement, en tant que procureur général. Quelle justice je vais saisir ici? En tant que procureur général, c'est saisir d'office. Après, le procureur se saisisse lui-même. Oui. La Cour des comptes, le procureur général ne dit pas le droit. Le procureur général concourt à l'éclatement de la vérité, donc au droit. Je ne peux pas faire ce que vous me demandez là. Je ne peux même pas. Il est prévu qu'il y ait des chambres déconcentrées des comptes. Et les chambres déconcentrées des comptes seront installées dans les anciens chefs-lieux des 6 provinces. La province du Kassai oriental relèvera de la chambre déconcentrée des comptes de Kananga, qui couvre tous les Grands Kassai. La province, la chambre déconcentrée des comptes de Bukavu, c'est Bukavu on a placé ça. Couvrira les 3 provinces issues de l'éclatement du Grand Kivu, ainsi de suite. Alors cette chambre-là sera plus proche d'ici et pourra peut-être examiner ce que vous faites là. Moi, je prends les faits, je prends l'information, je vais l'analyser à ce niveau-là. Et je peux vous assurer que je le ferai très rapidement. Mon ami ici a déjà reçu l'instruction pour ce qu'il doit faire. De sorte que ça peut être fait rapidement. Comme je vous ai dit, mon travail va me conduire en dehors du pays pendant un temps relativement long. Ça va être fait très rapidement. Et ce n'est pas nécessaire que il n'y a aucune chose que je peux saisir ici. La Cour des comptes, on parle de juridiction de l'ordre judiciaire, avec la Cour de cassation qui a remplacé la Cour suprême, les cours d'appel, les tribunaux de grande instance, les tripés jusque-là. Nous sommes une juridiction administrative. Et nous sommes une juridiction administrative spéciale. Nous ne nous occupons que de l'argent et des biens de l'État. Et on nous a ajouté cette compétence qui consiste à évaluer les politiques, les programmes et les actions des autorités publiques. La justice est lente. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle s'assure qu'elle aboutit à des conclusions qui sont vraies. Donc, malgré mon émotion, je ne peux pas prendre une mesure comme ça. Il faut que je l'étaye, il faut que je la sois. Je vous ai dit que s'il y avait 1 ou 2 comptes litigieux, je ne peux pas admettre qu'on en bloque 10. Voilà. Donc, soyez rassurés. Je ferai mon travail le plus rapidement possible, de manière à ce qu'il y ait une solution appropriée. Donc une solution qui ne permet pas d'asphyxier l'administration publique, une solution qui permet qu'on paye les agents de l'État, parce que comme je vous l'ai dit, il faut qu'ils mangent, qu'ils boivent, qu'ils fassent soigner leurs femmes et leurs enfants, ainsi de suite. Léon, Omodo, Onokoko. Je suis de la RTNC. Voilà, je vois là, vous êtes numéro 7 sur la liste. Sincèrement parce que vous avez fait une bonne présentation de la Cour des comptes.
nous a éveillé de connaître qu'il y a une institution comme ça très valable dans notre pays, la réforme de la justice. Vous avez contacté des personnes illustres de cette province et ils vous ont donné leur point de vue sur ce qu'ils ont vu concernant la construction à l'université officielle de Mbuji-Mayi. Et également, ils vous ont dit il y a des sociétés qui ont gagné le marché au Kasaï oriental qui se réveillent à la veille de l'arrivée du chef. Je voudrais savoir la contribution de ces personnes illustres. Ça vous a bien servi à réussir votre mission? Ça, c'est la première question. Je l'apprends déjà, beaucoup servi. Beaucoup servi. J'ai eu des échanges avec le premier vicaire, j'ai eu des échanges avec Monseigneur Lunyanya Nkole, j'ai parlé à l'administrateur général et bien sûr au président de la commission justice et paix qui est là à côté de moi. D'ailleurs, c'est en partant de son bureau que je suis allé voir l'autre bureau en face de lui. Leur communication a été très utile. Très utile. Et il y en a un qui a déjà longtemps réfléchi sur la manière de désenclaver la province du Kasaï oriental. Et j'ai échangé avec lui très utilement. Et il a même promis, à ma demande, de me faire une note sur l'utilisation des cours d'eau. Quand on vient, je crois, de Lusambo, il y a un cours d'eau. Et puis à un moment donné, il y a des cataractes ou des pierres dans... Il a déjà réfléchi à la manière de faire sauter ces blocs et de continuer éventuellement, parce que le tirant d'eau n'est pas le même que sur la rivière Lusambo, avec des barges pour continuer. Je trouvais ça formidable parce que je vous dis que ce sont les gens qui sont confrontés à une situation qui doivent être les premiers à imaginer la manière d'en sortir. Donc c'était très utile. Très utile. Merci, j'ai terminé ma question alors. Et maintenant, vous avez vu vous-même ce qu'ils vous ont dit, vous avez entendu. Quel est l'essor de la Cour des comptes plus réservés à ces entreprises? La dernière petite question, c'est à cette question que je vais rejoindre mon confrère Axel. Lequel? Votre confrère lequel? Vous rejoignez qui? Je rejoins mon confrère Axel. Il n'a pas posé. Ah, le sceptique. Dans toutes les familles, il y a des gens comme ça. Parce qu'il a dit qu'il a découvert qu'il y avait des choses que vous ne vouliez pas dire. C'est à ce niveau-là que les régions pour dire. Vous avez parlé, je ne sais pas si vous l'avez dit, moi je n'avais pas entendu, vous avez dit qu'il y avait 2 dénonciations qui vous ont aidé à travailler. Vous ne citez pas ces 2 dénonciations. Non, je vous arrête déjà. 2 dénonciations, elles ne m'ont pas aidé à travailler. J'ai dit que c'est 2 dénonciations qui concernent des fonds publics qui auraient dû être utilisés aux fins précises, mais qui n'ont pas été utilisées à ces fins-là. Et je vous ai dit qu'à ce stade, je ne peux vous parler ni de l'institution, ni des responsables de l'institution, mais je vous ai même ajouté qu'il est possible que les responsables de l'institution me suivent dans les jours qui suivent. Voilà ce que j'ai dit. Non, mais c'est ça qui a fait venir. S'il vous plaît, papa Ouli, s'il vous plaît, nous attendons. Alors, c'est lesquels? Ma question, c'est lesquels? D'accord. Excusez-moi, j'ai raté quelque chose. Moi, je disais que ma question, c'est lesquels? Quelles sont ces 2 dénonciations? Non, vous savez qu'il existe maintenant une institution au plan mondial des donneurs d'alerte. Vous avez suivi l'affaire du fils Lumumba qui a dénoncé, c'était BGFI Bank, hein? Vous savez, c'est un donneur d'alerte. Ces gens-là ont un statut. Dans ce statut-là, il y a des mesures de protection qu'on doit prendre pour préserver leur intégrité. Lorsque j'ai fait un premier point de presse à Kinshasa, un jour je me demandé, mais vous vous attaquez aux gens qui n'ont pas de scrupules, ils tuent. Moi j'ai dit, écoutez, on peut mourir dans son lit. Vous voyez? Donc vous ne savez pas, vous devriez le savoir, parce que comme journaliste, vous devriez être aussi un donneur d'alerte. Donc je ne peux pas vous dire que Edgar m'a dit que le gouverneur a détourné. Je ne peux pas vous dire ça. Je ne veux pas le vendre. Si je le vends, qui ça? Moïse ne me donnera pas d'informations.
Parce que celui qui m'a donné l'information avant aura été exposé. Je suis surpris qu'on dise qu'il y a des choses que je ne voudrais pas dire. Je ne sais pas si on peut être plus transparent que ce que je fais là. Vous devez savoir qu'une instruction judiciaire, on ne la fait pas sur la place publique. Il y a les droits de l'homme qu'il faut préserver. Tant que je ne sais pas que... C'est pas moi, je vais prendre un autre nom ici. Quelqu'un qui n'a pas encore parlé. Roger Kabeya Badibanga, membre du gouvernement. Tant que je ne sais pas que le membre du gouvernement là est effectivement plongé dans une violation, je ne peux pas aller à la presse et dire mais non. Je suis désolé. Je suis désolé. Vous savez, on parle de dictature au niveau des États. Il y a, ce matin, je regardais... Non, hier soir. Non, ce matin, je regardais sur France 24, il y a quelqu'un qui a produit un ouvrage sur les dictatures des temps modernes. Mais vous savez, nous sommes tous plus ou moins dictateurs quand nous voulons que les choses se passent exclusivement comme nous voulons. Vous voyez? Donc, je crois que j'ai répondu à votre question, à moins qu'il y ait autre chose. Ça va? Donc, l'instruction à laquelle nous procédons est secrète. On ne peut pas placer ces choses-là sur la place publique. On ne peut pas. On ne peut pas, sans être sûr que Toussaint est effectivement l'auteur de ce qu'on a dénoncé, aller dire que Toussaint a fait ceci, a fait cela. Non. Je vous ai demandé les coordonnées de Mme Kibassa parce que je ne les ai pas. Mais on l'a cité énormément. Il semble que c'est après son passage que la criée a commencé. Même si, donc ça remuait déjà. C'était en gestation. Ça a explosé après ces déclarations. Voilà, au prochain. Ah, le sort réservé aux entreprises. Non, mais il faut qu'on examine le dossier. Les entreprises vont vous dire, par exemple, qu'elles ont des difficultés d'approvisionnement. Nous allons examiner. Je vous ai dit que c'est noir sur blanc dans la note que nous allons diffuser tout à l'heure. On invoque les difficultés d'approvisionnement, mais dans ma note, vous trouverez quelque part, j'ai dit plutôt, d'autres facteurs sont perceptibles qui expliqueraient le non-respect des délais de livraison. Parce que je vous ai dit ici que c'est étonnant qu'on dise qu'il n'y a pas de moyens, et puis dès qu'on annonce l'avenue du chef de l'État, les moyens sont là. Donc il y a d'autres raisons qu'il faudra, je ne les connais pas. Si vous les connaissez, vous avez le devoir, comme citoyen, de me les communiquer. La Constitution dit que chacun a le devoir de contribuer au bon fonctionnement des institutions de la République. Et vous, vous êtes journaliste. Vous êtes les porte-voix des sans-voix. J'ai demandé qu'on produise un élément le plus professionnel. À Kinshasa, j'inviterai la société civile et la presse dans une salle où ce qui se passe ici sera projeté. Donc, vous serez jugé aussi par la qualité de vos questions. Je peux vous le dire. Alors, j'ai discuté avec une notabilité du Grand Kasaï. Il m'a chargé de vous dire un message. Bena Kasaï nous dit Loa.